Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous et merci de préférer Eden TV pour y suivre l'actualité. Voici les titres. Démarrage ce lundi 27 mai 2019 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. 205 733 candidats ont planché ce matin pour les premières épreuves écrites. Le constat fait dans certaines écoles de composition, bien évidemment, par notre équipe de reportage, vous sera proposé. À suivre, bien évidemment, dans la suite de cette édition d'information, lancement officiel de l'atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. C'était ce lundi matin à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Et hors des frontières du Bénin, Donald Trump se montre optimiste sur la signature prochaine d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Vous faites bien de nous préférer. Je vous l'annonçais au sommaire, ils sont 205 733 candidats régulièrement inscrits à affronter depuis ce lundi matin, bien évidemment, les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Un examen dont le lancement officiel a été fait au CEG1 à Plahoué par le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Maouyon Kapo, ici dans la commune d'Abomey-Calavi et plus précisément dans l'arrondissement de Glodjibé. Eh bien, notre équipe de reportage est allée faire le constat dans un établissement que voici. Ils sont au total 552 candidats répartis dans 22 salles à composer au complexe scolaire polytechnique TAF Amen pour le compte du brevet d'études du premier cycle session mai 2019. Les candidats ont répondu présent et à l'heure. La première épreuve, la communication écrite, s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu d'incident. Et on ne le souhaite même d'ailleurs pas. Il n'y a pas d'incident. Ça s'est bien déroulé. Après la première épreuve qui porte sur la communication écrite, quelques candidats interviewés se disent satisfaits de cette composition. Je suis très heureuse de composer ce matin parce que l'épreuve qui était sortie, c'était une épreuve délicieuse. Je suis très heureuse de composer cette communication écrite parce que le sujet, on a déjà fait ce genre de sujet en classe. J'ai trouvé l'épreuve très abordable. J'ai décidé de traiter le sujet parce que c'est un sujet qu'on a traité en classe. Pour le chef centre, toutes les dispositions ont été prises en amont pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions pour les candidats. Marcel Arwandino lance donc un appel aux candidats et aux parents pour que le maître mot demeure la sérénité. Et souhaiter du courage seulement aux candidats. Donc c'est aux parents aussi, il n'y a pas d'inquiétude. Les enfants, ils vont composer normalement et c'est ce qu'ils ont étudié en salle. C'est les mêmes choses qui apparaîtront. Le brevet d'études du premier cycle session de mai 2019 est prévu pour prendre fin le mercredi 29 mai. Toujours au chapitre éducation, pendant ce temps au collège d'enseignement général Lenokwe, ils sont au total 937 candidats, dont 394 garçons et 523 filles avec 20 absents. Je vous propose ici de suivre quelques précisions du chef centre adjoint avec notre équipe de reportage. À 8h00, la sirène a retenti dans l'enceinte du collège d'enseignement général Lenokwe, l'un des centres de composition retenus pour le brevet d'études du premier cycle BEPC dans le département du Littoral. Les premières épreuves ont ainsi été lancées dans ce centre qui accueille 937 candidats, dont 394 garçons et 523 filles. Le BEPC, on l'a bien lancé. Pour le moment, tout se passe bien. Donc les candidats sont déjà en salle, ils sont en train de composer. Quelques surveillants qui étaient absents ont été systématiquement remplacés. Durant 2 heures d'horloge, les candidats se sont défendus en communication écrite, la toute première épreuve, qui, au regard de leurs propos, serait abordable. C'était pas difficile, c'était abordable pour nous. On nous a demandé un test narratif et un test disjonctif. On nous a demandé de donner des conseils à des jeunes filles qui travaillent bien dans leur établissement. Qui est excellent. L'épreuve a été très compréhensible, elle a été facile. Là, il faut exprimer tes idées et tes pensées.
Donc on ne peut pas dire que c'est difficile, mais ils ont proposé 2 sujets. Le premier sujet était de raconter un événement et j'ai fait le sujet numéro 1. Excepté un cas de maladie, le collège d'enseignement général Le Nokoué n'a pas enregistré de grands dysfonctionnements, si ce n'est que des incidents mineurs. L'élève qui se perdait s'est retrouvé parce que nous avons aidé cet enfant-là à retrouver sa place et c'est tout. Il compose déjà depuis un certain moment. 205 733 candidats sont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle, session de mai 2019, sur toute l'étendue du territoire national. Examen lancé officiellement par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kakoma Ounion, au collège d'enseignement général 1 d'Aplaroué. Dans un tout autre registre maintenant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Benonchi a procédé ce lundi au lancement officiel de l'atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Cet atelier auquel participent plusieurs experts culturels se déroule de ce lundi 27 au 29 mai 2019. Reportage. Le Bénin abrite les 27, 28 et 29 mai 2019 un atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Lancé ce lundi matin à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération par le ministre Aurélien Benonchi, cet atelier connaît la participation de plusieurs experts du patrimoine culturel en présence de Angela Martins, chef département en charge de la culture à la Commission de l'Union africaine. Cette loi type devrait servir de canevas et nourrir le cadre juridique devant gouverner la protection des biens culturels et du patrimoine dans les organisations régionales africaines et leurs États membres. Cette loi type proposée par l'Union africaine est un laboratoire d'idées où, en puisant dans une même source de créativité et d'innovation, une harmonisation progressive des textes se met en place dans les États membres. Cette loi type de l'Union africaine, adoptée en octobre 2018, a été au sein de la CEDEAO suivie par une déclaration politique des chefs d'État et de gouvernement pour le retour des biens culturels africains dans leur pays d'origine. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Benonchi, il est important d'avoir dans un monde d'incertitude marqué par des guerres et des conflits, des dispositions qui protègent les biens et patrimoines tant au niveau national que sur le plan international. Je voudrais souhaiter donc que les experts qui sont là puissent aller au-delà des sentiers battus, puissent réfléchir au-delà des normes usuelles, au-delà des système établi pour proposer de façon très originale la manière dont nous pouvons aller un peu plus loin pour protéger notre patrimoine, pour assurer la protection de notre patrimoine, pour nous assurer que notre engagement à obtenir le retour de nos biens culturels ne soit pas seulement des incantations, mais un vrai combat qui aboutit à une réalité. Pour rappel, en réponse à la demande des biens culturels pillés au temps de la colonisation, formulée par le Bénin le 26 août 2016, la France a décidé de rendre au Bénin 26 de ces objets. Les négociations se poursuivent entre les autorités françaises et le comité en charge de la coopération muséale créé par le gouvernement béninois et dirigé par Noureini Tijani Serpos. Parlons médias maintenant. La Commission électorale nationale autonome pour l'élection des conseillers à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAC) a réaménagé le calendrier électoral devant conduire à la désignation des 3 représentants des professionnels des médias au sein de la prochaine mandature de la HAC. C'est du moins ce que tente ici de préciser le vice-président de la CEHAC au micro de Hayat Guilefoué et de Damien Pedro. Le nouveau calendrier se présente comme suit. Du lundi 27 mai au dimanche 2 juin, on a la phase d'inscription des candidats et potentiels électeurs sur la liste. Parce qu'il faut être éligible avant d'être électeur aussi. Après cela, nous avons du lundi 3 mai la publication de la liste provisoire. C'est-à-dire le lundi 3 mai, nous allons publier la liste provisoire. En attendant que ceux qui ont des réclamations ou bien qui veulent procéder à des dénonciations ne les fassent pour qu'on puisse corriger maintenant pour retenir une liste définitive
avant le jour des élections. Du 29 au 12 juin, nous allons lancer la campagne électorale. Et le lundi 3 juin au mercredi 5 juin, les réclamations diverses. Après cela, on a le lundi 10 juin, la publication de la liste électorale définitive. C'est le 15 juin 2019, de 8h à 16h, que va se dérouler le scrutin. Le 16 juin, nous aurons la proclamation des résultats. Le 18 est la date limite de dépôt des réclamations à la CEA. Et le 20 juin, la publication des résultats définitifs. Nous invitons massivement les confrères remplissant les conditions de bien vouloir d'aller se faire enregistrer, parce que s'ils ne se retrouvent pas sur la liste, ils ne peuvent pas voter. J'exhorte également certaines personnalités, certains responsables d'organes également à se lever et à accorder assez d'opportunités à leurs collaborateurs afin qu'ils puissent au moins, disons, quelques heures, aller se faire enregistrer au niveau des mairies. C'est-à-dire, quand vous prenez Cotonou, nous avons 2 centres. On a un au niveau de Apakpa et un au niveau de la mairie de Cotonou ici. Nous avons au total 14 centres. Vous allez à Alada, c'est à l'intérieur, dans la cour de la mairie. Vous allez à Bomé-Calavi, même chose. À Dassa-Zoumé, pour ceux qui sont dans les collines, ils vont se rendre dans la commune de Dassa-Zoumé. C'est là. À Boïkon, il va de même. À Plahoué, même chose. Lokosa, Djougou, Kandi, Natitengu, Parakou. Et oui, l'actualité au-delà des frontières du Bénin maintenant. Nelson Chamisa est élu dirigeant du principal parti d'opposition du Zimbabwe, le Mouvement pour un changement démocratique MDC, à l'occasion du premier congrès du parti depuis la mort de son père fondateur Morgan Tsvangirai, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018. Eh bien, Nelson Chamisa, un avocat ambitieux de 41 ans, dirigeait du fait le parti depuis la mort de Tsvangirai il y a 1 an, mais n'avait pas été formellement élu par ses pairs. L'actualité se poursuit cette fois-ci, on se rend à Madagascar. Les Malgaches sont de retour aux urnes pour élire leurs députés. Un scrutin aux allures de revanche, 5 mois après le duel qui a vu la victoire à la présidentielle, bien évidemment, d'Andry Rajoelina devant son éternel rival Marc Ravalomanana. Reportage. Sur tous les murs, défilés de camions sonorisés, distribution de t-shirts à l'effigie des candidats, les rues de la capitale Antananarivo ont retrouvé depuis 1 mois une joyeuse ambiance de kermesse électorale. Battu en descente pour la magistrature suprême, Marc Ravalomanana s'est multiplié pour soutenir les candidats de son parti Team, déterminé à gagner ce 3e tour. Je souhaite que les députés apportent la paix, qu'il n'y ait plus de sang versé et que les prix au marché n'augmentent plus. Il faut améliorer et changer les lois pour qu'il n'y ait plus de corruption et que le monde soit intègre. En 2013, Eri Rajonarimanpianiana avait été élu à la présidence sans présenter de candidat aux législatives. Un temps soutenu par le parti d'Andry Rajoelina, son gouvernement n'a ensuite tenu que par la grâce d'une majorité hétéroclite de députés indépendants. Lorsque le parti de Rajoelina s'est allié en 2018 à celui de Ravalomanana pour s'opposer aux nouvelles lois électorales, Madagascar a replongé dans une des crises dont l'île a le secret. Je ne fais plus confiance aux députés si ce sont les mêmes qui seront encore élus parce que les mauvaises pratiques continueront. Je souhaite qu'ils soient de vrais porte-parole du peuple et qu'ils développent les circonscriptions dont ils sont responsables. Après 2 mois de manifestations de rue, les tensions se sont achevées par la chute du gouvernement, une présidentielle anticipée et une humiliante défaite dès le premier tour d'Eri, avec 8% des voix. Mais cette année encore, la pléthore de candidats indépendants rend improbable une majorité stable dans ce pays à régime semi-présidentiel. Ils sont près de 500 sur les plus de 800 qui briguent les 151 sièges de l'Assemblée.
Parlons à présent des élections européennes dans ce journal. Le Rassemblement national obtient 23 sièges, idem pour les Républicains, si le Rassemblement national devance légèrement le parti présidentiel de 0,9%. 9 points, pardon. La surprise, c'est du côté des Verts, le camp de Yannick Jadot qui devance les Républicains et le Parti socialiste. Une victoire sur le fil. Comme l'annonçaient les sondages, le Rassemblement national sort victorieux de ces élections européennes. Une immense fierté pour Jordan Bardella, qui s'est félicité de finir devant La République En Marche. C'est, je crois, la victoire du peuple français ce soir qui a ressenti énormément d'injustice, de mépris, d'arrogance depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et qui ce soir a souhaité porter une autre force politique en tête de ces élections européennes. Je crois que c'est le début d'un grand mouvement pacifique et démocratique qui va structurer autour du Rassemblement national, qui c'est vrai porte beaucoup d'aspirations aujourd'hui populaires sur la baisse des impôts, la révolution du bon sens, l'arrêt de l'immigration, toutes ces choses qui sont aujourd'hui exigées par les Français et qu'Emmanuel Macron n'entend pas. Dans la foulée de cette déclaration, Marine Le Pen a comme attendu demandé à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Le duel tant attendu entre les deux partis a bien eu lieu. 23,4% pour le Rassemblement national contre 22,3% pour la liste Renaissance. Malgré ces 0,9 points d'écart, les deux partis auront chacun 23 sièges au Parlement. Plutôt que ressassé d'avoir été dépassé par le RN, la majorité présidentielle se réjouit d'avoir préservé un bon score sans triomphalisme au terme d'une campagne qui n'aura jamais vraiment décollé. Je constate que beaucoup de Français ont quitté certaines formations politiques. Ils ont quitté le Parti socialiste, ils ont quitté les Républicains. En revanche, ils continuent à donner leur soutien à la majorité présidentielle et à La République En Marche. C'est ça pour moi le fait politique important ce soir pour notre majorité. Que nos électeurs nous disent on est toujours là, on est à vos côtés, continuez et on compte sur vous. Sur la troisième marche du podium, les écologistes menés par Yannick Jadot ont effectué une percée inattendue avec 13,4% des voix. La liste EELV devient ainsi la première force de gauche de ces élections européennes, loin devant le PS et la France insoumise. Les écologistes, premier parti chez les moins de 34 ans, envoient 12 à 13 députés à Strasbourg et à Bruxelles, soit pratiquement autant que les deux autres formations de gauche réunies. C'est une élection européenne, nous avons parlé d'Europe, nous avons parlé d'écologie. Les Français attendent des propositions, nous en avons fait. Et donc c'est un pari réussi, évidemment, nous sommes très heureux, surtout que ce score, on le retrouve dans d'autres pays européens. Et notre objectif était d'envoyer un gros bataillon de députés verts au Parlement européen. On est en passe de réussir ce coup-là. Des images de joie qui contrastent fortement avec celles du camp républicain. Crédité de 12 à 14% dans les sondages, la liste emmenée par François-Xavier Bellamy n'a finalement obtenu que 8,5% des voix selon les dernières estimations. Le pire score de l'histoire pour la droite française aux élections européennes. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose, faire progresser les extrêmes. Il a une lourde responsabilité. Il n'a pas été un rempart contre le Rassemblement national, il a été ce soir l'artisan de leur progression. Beaucoup d'amertume pour les amis de Laurent Wauquiez. Le PS lui sauve les meubles. 2 ans après sa piètre performance lors de la dernière élection présidentielle, la liste menée par Raphaël Glucksmann dépasse la barre des 5% qui lui permet d'envoyer des députés au Parlement européen. Objectif rempli, au contraire de la France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon voulait passer devant les Républicains et s'imposer comme la voix qui déjouera le duo formé par La République En Marche et le Rassemblement national. La liste menée par Manon Aubry a obtenu 6,3% des voix. Avec ce score, LFI enverra 5 ou 6 eurodéputés à Bruxelles et Strasbourg. Malgré la déception du parti, c'est une progression par rapport à 2014. M. Macron semble avoir perdu le match qu'il avait voulu installer de façon si irresponsable. Ces deux faits, la victoire de l'extrême droite, l'effondrement du pouvoir dans le match qu'il avait engagé et le niveau de l'abstention qui reste considérablement élevé, montrent que notre pays s'enfonce dans une crise profonde.
Des déclarations qui ne sont pas en adéquation avec les chiffres de participation à cette élection. En effet, plus de la moitié des Français se sont déplacés dans leur bureau de vote et ce n'était pas arrivé depuis 25 ans. La participation des électeurs a atteint 50,73%, soit près de 8 points de plus qu'en 2014. Intéressé à tout autre résultat, pendant ce temps, le Royaume-Uni est contraint de participer aux élections européennes. Sa sortie de l'Union européenne, vous le savez, n'étant pas jusque-là actée. Pour ses premières élections, le parti du Brexit fait une entrée fracassante sur la scène politique. Créé il y a à peine 4 mois par Nigel Farage en réaction aux tergiversations du Parlement sur la mise en œuvre du Brexit, le parti a affiché un programme clair, une sortie nette de l'Union européenne. Largement en tête dans les sondages, le parti de Nigel Farage redessine les contours de l'échiquier politique britannique. 31,6%, les électeurs ont durement sanctionné le parti de la première ministre démissionnaire Theresa May. Les conservateurs sont relégués à la 5e position avec 9,1% des voix, un désaveu de l'incapacité de Theresa May de conclure un accord de sortie de l'Union européenne. C'est de toute évidence un très mauvais résultat pour le Parti conservateur, on ne peut pas se le cacher. Le message envoyé est que les gens sont toujours enfermés dans les arguments du référendum d'il y a 3 ans et je ne vois pas vraiment de perspective que ça aille de l'avant tant que le Brexit n'a pas eu lieu. Ce scrutin marque une rupture nette avec les partis traditionnels. Les libéraux-démocrates arrivent en seconde position avec quelques 20% des voix exprimées. L'autre grand parti, les travaillistes, sort également meurtri de ces élections. Troisième, l'aile gauche a cultivé l'ambiguïté sur la question du Brexit. Le parti de Jeremy Corbyn a discuté avec les Tories ces dernières semaines pour tenter de trouver un compromis sur la sortie de l'Union européenne. À 55 ans, Nigel Farage retrouve les bancs du Parlement européen. Après les élections remportées en 2014, l'ancien trader de la City a fait savoir que son parti soit impliqué dans les négociations du Brexit et qu'il se préparait à des élections législatives. La nouvelle date, c'est le 31 octobre. Au parti du Brexit, nous avons des hommes et des femmes avec beaucoup d'expérience en matière de business. Nous voulons faire partie de l'équipe de négociation. Nous voulons prendre nos responsabilités par rapport à ce qui se passe. J'espère que le gouvernement nous écoute. Si nous ne partons pas le 31 octobre, alors les résultats que vous venez de voir pour le parti du Brexit se répéteront aux élections générales et nous sommes en train de nous y préparer. À Londres, la page Theresa May a à peine tournée que la course à sa succession bat son plein. Une flopée de candidats se sont officiellement déclarés au 10 Downing Street. Boris Johnson, ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères, est donné favori. Celui qui avait joué un rôle clé pendant la campagne du référendum est sur la même ligne que Nigel Farage et prône une sortie de l'Union européenne sans accord. Avec son score, le parti du Brexit envoie 29 députés à Strasbourg sur 73 possibles jusqu'au 31 octobre au moins, date du divorce programmée avec l'Union européenne. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision, je vous en parlais en titre. Donald Trump se montre optimiste sur la signature prochaine d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, malgré le récent durcissement des négociations entre les deux premières puissances économiques. Voici ce qu'il en dit. Et je connais tant de personnes d'Iran. Ce sont des gens bien. Il a une chance de devenir un grand pays, avec la même gouvernance. Et je ne cherche pas du tout à nuire à l'Iran. Je cherche à ce que l'Iran dise pas d'armes nucléaires. Nous avons assez de problèmes dans ce monde avec les armes nucléaires. Encore une fois, je pense que l'Iran a un potentiel économique phénoménal. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV. Je dois vous rappeler que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-de6eden.tv. Bonsoir.